Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous quotidien sur Be Smart for Change. 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Je reçois aujourd'hui Jérôme Chasquès, un homme aux multiples vies professionnelles, entrepreneur, dirigeant, aujourd'hui président du Collège du dirigeant. Il est aussi le cofondateur de l'Advisory Board France, un réseau permettant à des dirigeants de bénéficier de conseils stratégiques de la part de groupes de pairs. Le parcours de Jérôme est marqué par des changements plutôt radicaux, autant d'expériences qui ont façonné sa vision du management. Il nous raconte. Be Smart. Bonjour Jérôme. Bonjour Alix. Bienvenue et merci d'avoir répondu présent. Jérôme, pour commencer, à 19 ans, vous lancez une marque de sous-vêtements pendant vos études de droit. Comment cette première expérience a-t-elle modelé votre vision du management? Et tout d'abord, pourquoi des sous-vêtements? C'est ça la vraie question. Écoutez, pourquoi les sous-vêtements? J'ai même toujours pas la réponse vraiment. Je crois que l'idée m'est venue comme ça. Et puis, c'était une époque, vous savez, les idées viennent rarement seules. Et on a été finalement plusieurs entrepreneurs, quasiment la même année, à lancer, je crois, 3 marques de sous-vêtements. Vous voyez, c'était le début du caleçon. C'est un problème. Et voilà. Et puis pour moi, je crois que ça me démangeait. J'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat pendant mes études. Oui. Et alors, qu'est-ce que cette première expérience vous a apporté en termes de management? Est-ce que vous avez pu vous familiariser avec ce que c'est? Eh ben, j'étais vraiment confronté à l'apprentissage du terrain. Parce que d'abord, il fallait fabriquer, il fallait concevoir. Et donc ça, c'était assez cocasse. J'avais jamais touché le milieu du textile. Donc je me suis d'abord trompé. J'ai acheté des grands rouleaux de textile d'un tissu qui était en coton, qui était beaucoup trop fin. Donc j'ai dû refaire mes 3000 premiers caleçons. Et puis me confronter à des réseaux de distribution, avoir des premiers rendez-vous avec des acheteurs qui me voyaient moi comme un petit jeune. Donc c'était compliqué de me battre comme ça. Donc j'ai beaucoup appris sur le terrain. Donc c'était un premier apprentissage concret. Je dirais c'était du street learning d'une certaine manière. Et justement, quelles compétences clés est-ce que vous avez développées que vous n'auriez pas apprises dans un cadre académique? Ne pas se laisser décontenancer, ne pas se laisser impressionner. C'était un peu, vous savez, j'étais jeune, j'avais encore des profs, j'étais à la fac, et c'était un peu l'idée, voilà, comme quand vous avez un examen ou un oral, vous vous laissez pas finalement impressionner par la personne en face de vous, vous osez. Et donc je pense que le premier enseignement, c'était oser, tout oser, et ça m'a plutôt souri, en tout cas dans ses débuts. Et alors, après ce premier projet, vous évoluez dans le monde numérique avec Montparnasse Multimédia. Vous passez d'une start-up à une équipe de 100 personnes en 18 mois, je crois. Et c'est à ce moment que votre façon de manager se dessine vraiment? Alors c'est vrai que là, c'était tout d'un coup une autre phase, une autre histoire. D'abord, c'était une rencontre avec un homme assez éblouissant qui me parle déjà de l'ordinateur, de l'informatique, de l'IA. Et on était dans les années 94-95, hein. Pierre Eman, je peux le nommer, qui a été finalement une sorte de mentor pour moi. Et donc j'arrive et donc là, il fallait vraiment construire vraiment une entreprise, la développer en France, à l'international. Et donc j'apprends effectivement les relations avec des marques qui avaient une forte réputation. J'apprends le milieu de la distribution, j'apprends l'exploitation à l'international. Et puis surtout, comme vous le dites, effectivement, on étoffe l'équipe très fortement. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'en fait, tout l'enjeu était de recruter des gens formidables. Et on a réussi, je crois, à l'époque, à rassembler une équipe de gens qui étaient finalement brillants, plus brillants que nous, en tout cas plus brillants que moi, et c'était toute l'idée. L'idée, et ça, je pense que ça m'est toujours resté, c'est que quand on essaie de monter une équipe, il faut aller vers les talents, il faut être inspiré par ceux qu'on recrute. Et c'est d'ailleurs des personnes qui sont restées très proches de moi depuis maintenant 20 ou 30 ans. Et c'est vrai qu'on est passé d'une idée à une exécution. Et cette exécution, elle a réussi parce qu'il y avait cette équipe qu'on avait réussi à embarquer et qui était formidable. Et après la vente de l'entreprise dans laquelle vous vous trouviez, parce qu'est arrivé ce moment, vous découvrez la réalité du marché avec la cession d'une entreprise. À 30 ans, vous pensiez que tout serait facile, mais ça a été un tournant. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris de l'échec et plus globalement de la gestion des hauts et des bas? Alors c'est vrai que la vie de dirigeant, c'est quand même finalement assez à
à l'égal de la vie tout court. C'est-à-dire qu'on a des moments de fulgurance, on a des moments de joie quand on remporte un marché, quand on a un contrat, quand le produit qu'on distribue finalement rencontre une adhésion du public ou des choses comme ça. Et puis des moments de grande solitude, presque de désespérance, de doute. Et donc c'est un peu, voilà, comme ça, un peu un reflet aussi de la vie. Donc c'est vrai qu'on en tire beaucoup d'enseignements, mais vous savez, on a beaucoup l'habitude, et je l'ai vécu pas mal en allant aux États-Unis, de dire que l'échec vous forme. Alors c'est vrai que l'échec est formateur. Aux États-Unis, il y a cette expression qu'on m'a dite qui était l'échec est un peu l'échec de l'entrepreneur ou du dirigeant, c'est un peu la cicatrice sur le visage du boxeur. C'est une forme de respectabilité. Et c'est vrai, mais on a quand même du mal à l'entendre. Et si on peut se parler très franchement, moi j'aime Parfois, un bien. échec, c'est juste un échec. Ouais, c'est quand même dur à vivre. Bon. On Et ne peut pas donc, toujours le romantiser et en ouais, faire. donc on apprend, mais si on peut les éviter, c'est mieux. Et donc moi j'ai toujours plutôt cette phrase de Warren Buffett ou Charlie Munger, l'un ou l'autre, qui disait on apprend beaucoup des échecs, mais c'est quand même mieux d'apprendre des échecs des autres. Oui. Et donc c'est vrai que c'est aussi ce que j'essaye de passer. Et ce message, c'est effectivement de s'entourer toujours plus de personnes qui ont vécu, qui sont déjà passées par des moments comme ça, par des expériences, et de partager ces expériences pour limiter ses propres errements, ses propres échecs. Et justement, vous venez d'évoquer les États-Unis. Donc après, vous allez aux États-Unis. Ça a été un véritable choc culturel. Vous parlez de la dureté du marché américain, de la précarité des contrats, de la culture du risque. Ouais. Quel a été le plus grand choc que vous ayez vécu? D'abord, je ne sais pas si c'est le plus grand, mais d'abord, c'est vrai que c'est une terre d'antagonisme. Tout est blanc et noir à la fois. Il y a rien il y a pas de zone grise, hein. D'ailleurs, ma première rencontre, ça a été avec un juge parce que je m'étais mal garé dans, dans la rue. Et le lendemain, j'étais au tribunal et il me dit, en anglais, il me dit, vous savez, vous venez de la France, c'est formidable, mais ici aux États-Unis, c'est blanc ou noir, il n'y a pas de zone grise. Donc ça, c'était une leçon déjà assez forte. Et puis c'est vrai que c'est une terre d'antagonisme. C'est la terre, par exemple, qui a fait naître Apple, et quand même un magnifique design, celui du Mac ou de l'iPhone. Et en même temps, quand vous achetez, je sais pas, électroménager, vous avez des grosses machines à laver avec des énormes boutons. Vous avez l'impression de revenir dans les années 70. Donc il y a comme ça et ça c'est vrai évidemment dans les discussions que vous pouvez avoir avec les personnes, dans plein de choses. Et donc il faut le comprendre. Et c'est aussi un reflet dans votre business. Nous, on avait lancé une collection de coffrets cadeaux, un peu comme on les a Parce que là-bas, pour être précis, vous faisiez quoi exactement? j'avais lancé 2 activités, mais l'une de ces activités, c'était effectivement des coffrets cadeaux, comme on les a vus aussi en France depuis une vingtaine d'années. Et donc tout l'art, si je puis dire, la beauté de ce coffret cadeau quand on l'offre, c'est d'offrir une expérience. Donc vous ne donnez pas 100 euros à quelqu'un, vous lui offrez une expérience avec un choix de catalogue, finalement, dans ce coffret. Et on a vu une très belle commande, effectivement, de la distribution. Et donc, on livre près de 10 000 de ces coffrets. Et là, ils nous disent, il va falloir les reprendre. Et on dit, mais pourquoi il faudrait qu'on les reprenne? Parce qu'il faut que vous stickiez tous ces coffrets avec $100 value, un gros sticker sur la valeur perçue de ce coffret quand vous l'offrez. Parce que finalement, là-bas, quand vous offrez un cadeau, il faut que la personne sache combien vous avez payé, quoi. Alors que c'est tout l'inverse, finalement, en France. Et donc ça, c'était des habitudes de consommation et de consommateurs qu'on découvrait, finalement, nous, en tant qu'Européens, et auxquels on n'était pas tout à fait prêts. Alors après, on a compris, bien sûr, parce que j'ai passé 10 ans là-bas. Mais donc voilà, c'est toutes ces choses qu'il faut comprendre. Et en tant que manager, j'imagine que vous avez été amené à manager des Américains. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a demandé en termes d'adaptation? Alors c'est vrai que le marché, alors d'abord c'est un marché, on est sur un marché aux États-Unis très concurrentiel, bien plus hautement concurrentiel que le marché européen ou français, parce que c'est un marché très unifié. Bon, il y a des règles par État, mais vous avez tout de suite 300 millions de consommateurs et de concurrents finalement potentiels face à vous. Et en revanche, c'est un marché du travail très fluide. Le fait qu'il n'y ait pas de contrat, nous en France, on le voit comme une absence de protection. Par exemple, des salariés. Il n'y a pas beaucoup de contrats de travail là-bas, hein. Vous n'êtes pas obligé de signer un contrat de travail quand vous démarrez votre boulot. Et là-bas, c'est vu à l'inverse. C'est ça qui est aussi compliqué pour nous, Français, à comprendre. C'est que c'est vu comme une liberté pour le salarié, l'employé, de changer de boîte quand il veut. Et donc, nous, on avait des salariés américains qui, d'une semaine à l'autre, parfois pouvaient nous quitter parce qu'ils avaient eu une offre pour $100 de plus dans une autre maison. Donc c'est compliqué de gérer effectivement une équipe américaine, ou alors il faut effectivement beaucoup de moyens, des salaires effectivement assez imposants, il faut pouvoir suivre. Et en termes sur le plan humain, je dirais plus en termes de personnalité, est-ce qu'il y a des
des adaptations? Bah, je dirais que oui et non. Alors forcément, moi quand j'étais aux États-Unis, c'était les années 2001 à 2011, on n'était pas encore dans cette période, du wokisme d'une certaine manière. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y avait, beaucoup de précautions à prendre qu'on ne prenait pas encore en France. Typiquement, prendre l'ascenseur avec une femme ou quand on avait une interview pour un candidat ou une candidate, il fallait laisser les portes ouvertes. Ou alors il fallait être accompagné de quelqu'un effectivement d'un autre genre, si je puis dire, parce que, il y avait beaucoup de cas d'harcèlement. Il y avait beaucoup de cas, effectivement, juridiques, judiciaires, et donc il fallait faire Oui, c'était attention. déjà, pris très au sérieux dans le monde de l'entreprise, Ouais, quand en France, ça l'était pas du tout encore à l'époque. c'était pas un Voilà, sujet. voilà. Donc ça, on était 10 ans avant la France, Mmh. et donc ça, forcément, il fallait un petit peu adapter ces Mmh. pratiques. Et en revenant en France, est-ce que, la transition, a été, difficile? Est-ce qu'aujourd'hui, votre vision du management combine, les 2 cultures? Oui, sûrement que j'ai été assez impacté, qu'elle combine pas mal les deux cultures. Je pense que on est à la fois dans une culture. C'est assez amusant parce qu'en France, et je rencontre beaucoup de dirigeants, beaucoup d'entreprises, on a quand même une forte culture du produit bien fait. On a beaucoup d'ingénieurs qui fabriquent des choses incroyables, beaucoup de talents, mais il y a mais parfois un temps infini qui est passé sur le fait de perfectionner finalement son produit. On est des perfectionnistes, nous, quand même, finalement, sans le savoir en France. Mmh. Et aux États-Unis, on va d'abord tester le produit sur un On a fait marché, une émission là-dessus, même oui. s'il est totalement imparfait. Et on Mmh. va le parfaire en fonction des retours qu'on Pour a des rectifier consommateurs. ensuite. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui l'ont compris en France, les grands groupes l'ont compris, parfois certaines ETI, mais parfois d'autres un peu moins. Et donc ça, c'est important. Et puis le deuxième enseignement, alors on l'a pas forcément ça par l'apprentissage aux États-Unis, mais c'est de tout de suite imaginer les choses quand même comme un produit qui peut s'exporter, comme une offre qui peut s'internationaliser. Donc ça, c'est aussi un point, Mmh. je trouve, d'intérêt aujourd'hui. En préparant cette émission, vous m'avez dit que le succès d'une entreprise, dépend de la capacité à assembler des talents. Pourtant dans la réalité, c'est pas toujours, facile, d'aligner, des personnalités et des ambitions, on le sait. Comment, est-ce que vous gérez ou avez géré, les moments où, peut-être l'esprit d'équipe faisait, défaut ou était, fragilisé? Bah, d'abord, on est tous humains, donc on n'est pas parfait. Donc moi-même, en tant que dirigeant, en tant que manager, j'ai pas toujours été parfait. Mais je pense que déjà, si on a une conscience, conscientisation, je sais pas trop comment on peut le dire, de l'importance que ça peut revêtir, bon, on va faire des efforts en ce sens. Je pense qu'en tant que dirigeant, bah, c'est pas juste je dirais un concept que de se dire qu'il faut effectivement rassembler les talents et les mobiliser. C'est-à-dire que si à un moment donné, on n'est pas nous-mêmes bons communicants, qu'on n'arrive pas à embarquer ces équipes, qu'on n'arrive pas à les mobiliser, à les motiver, Mmh. et puis surtout de l'autre côté, à les écouter, à prendre d'elles-mêmes, à savoir déléguer, bah forcément à un moment donné, ça bloque et c'est compliqué. Mmh. Donc on peut pas être tous, on n'a pas tous toutes les qualités qu'il faut. Donc parfois, il faut s'entourer, parfois, il faut être à l'écoute, et puis parfois, il faut aussi être capable de donner quand même des bonnes directions, et surtout que je pense les uns et les autres comprennent pourquoi on prend cette direction. Donc l'idée, c'est pas juste de se dire je prends une décision puis tout le monde va suivre, mais c'est effectivement écouter comme je disais, et puis vraiment être bien entendu, Mmh. bien compris. Mmh. Donc c'est vraiment une alchimie très Mmh. particulière, très complexe, hein, d'une Mmh. certaine manière. Mmh. La restructuration d'entreprise, en difficulté vous a confronté à des, décisions humaines très lourdes, quand vous avez dû notamment annoncer, des licenciements dans un contexte de plan de sauvegarde, de l'emploi. Comment est-ce que vous avez préparé ce moment? Ça, c'était un moment particulier parce que, je n'avais jusqu'à ce moment-là, connu, que des phases de croissance et que des embauches. Bien sûr, il y avait pu y avoir des départs, mais c'était plutôt des départs volontaires, des gens qui voulaient changer d'activité, des choses comme ça. Mais je n'avais pas effectivement connu, cette période particulière, effectivement, où il faut redresser très rapidement une entreprise. Donc là, c'était un fonds d'investissement qui m'avait demandé effectivement d'aller à la manœuvre, et d'arriver dans cette entreprise, pour effectivement expliquer à tout le monde qu'effectivement, bah, la boîte allait droit dans le mur, les chiffres étaient très mauvais et qu'il fallait sauver, la boîte et une partie effectivement des équipes. C'était en plus un contexte très particulier pour moi. Il fallait, agir à très vite. Il fallait que j'arrive dans cette société, je crois que c'était un lundi matin, et voilà, mon père était décédé, 2-3 jours avant. Donc, déjà moi-même, j'étais dans un contexte personnel très lourd, mais qu'il fallait pas forcément évidemment, que ce contexte soit perçu
perçu par les autres. Mais en tout cas, je m'étais fait une idée, moi, d'arriver dans un contexte où finalement, voilà, d'avoir toujours été un développeur d'entreprise. Et donc d'arriver pour dire, voilà, il faut mettre un stop et il va falloir faire les choses différemment, c'est effectivement quelque chose d'assez difficile. Donc comment s'y préparer? Ben, on ne s'y prépare pas vraiment. Et c'est surtout qu'il fallait que je comprenne bien quel était le contexte finalement quasi réglementaire, hein, pour le faire. Oui, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas précisé, vous êtes en France. Oui. Et qu'est-ce que vous faites exactement, votre activité, pour préciser Oh, bah, c'était une activité de courtage d'assurance, Mm. on va dire. Mais voilà, mais quand on veut mettre en œuvre un plan social, et beaucoup le savent, c'est quand même un contexte très contraint, très régulé, qui est là pour défendre effectivement la place, l'intérêt des employés dans un contexte où certains vont devoir partir. Mais ça enlève, si vous voulez, du naturel des conversations. Moi, très naturellement, j'avais envie d'arriver à l'entreprise et d'avoir un discours très franc auprès de tout le monde. Voilà où on en est, voilà la situation, voyons-nous les uns ensemble, parlons même ensemble collectivement, mais on ne peut pas tout à fait le faire comme ça. Voilà. Donc il y a des choses à respecter, il faut voilà, enfin, convoquer effectivement le comité d'entreprise, il faut avoir une autorisation auprès de la DRIET, il y a un certain nombre d'échelles et d'une classification à respecter. Et ça, je pense que quand on est dirigeant, c'est assez compliqué. Alors moi, c'était particulièrement compliqué parce qu'en plus, j'arrivais, je ne connaissais personne. Oui. Donc, quand on Oui, a... donc plutôt un grand moment de solitude. Ah là, c'était un grand moment de solitude. Et puis, on n'a pas envie de se tromper d'une certaine manière, mais surtout de faire une forme d'injustice. Enfin, oui, on est à la manœuvre, mais on n'a pas toutes les cartes en main. Et puis, pour moi, ce qui est important, c'est de sentir ceux qui voulaient vraiment rester, ceux qui avaient, voilà, qui voulaient continuer cette aventure, qui était une nouvelle aventure, puisqu'on démarrait avec un fonds d'investissement, ceux qui, au contraire, voulaient vraiment passer à autre chose. Et en même temps, il fallait faire croiser ça avec toutes ces questions de classement, d'ancienneté, de ceux qui étaient parents ou pas parents. Enfin, ouais. Donc, c'est ça qui est très particulier. Et vous, individuellement, pendant cette épreuve, où est-ce que vous cherchez du soutien? J'imagine auprès des vôtres, bien sûr, mais je veux dire d'un point de vue professionnel. Est-ce que vous avez eu des mentors à ce moment-là, des personnes qui vous guidaient? Écoutez, à ce moment-là, c'est vrai que j'étais quand même très proche de ce fonds d'investissement, avec des personnes dans ce fonds qui étaient très sachantes, qui avaient connu des périodes comme ça. Donc je pense que là, on avait cette proximité-là. Et donc, j'ai pas eu forcément, dans ces quelques semaines, eu besoin d'aller vers un mentor à ce moment-là. L'idée, c'est plutôt d'aller, pour quelque chose d'assez technique, vers des gens qui sont assez sachants. Et quand on est sur une période, finalement, un peu d'urgence, moi, je recommande plutôt d'aller vers des sachants. Et quand on est plutôt sur quelque chose où on a besoin de s'oxygéner, de faire un pas de côté, là, de partager plutôt avec des gens qui ont une expérience à vous partager. Oui, c'est un petit peu différent. Et justement, le collège du dirigeant tend à rompre l'isolement des décideurs, quelque part. Vous avez un exemple de situation où l'accompagnement par des pairs a été un levier pour vous, indépendamment de cette expérience, ou peut-être l'est pour ceux que vous côtoyez au quotidien? En fait, il y a beaucoup d'exemples de toute nature parce que déjà, si on peut s'arrêter un petit moment sur ce qu'on appelle cette solitude du dirigeant, elle est assez particulière parce que les dirigeants sont quand même finalement assez entourés, ne sont pas vraiment isolés, hein. Ils sont membres d'une fédération, ils ont un expert comptable autour d'eux, des équipes, parfois des actionnaires, donc ils sont très entourés, ils sont souvent sollicités par beaucoup de gens qui veulent travailler avec eux. Et pour autant, effectivement, au moment où ils doivent prendre ces décisions-là, stratégiques, fortes, bah, il y a des doutes, quoi. Et donc, ils se disent, est-ce que c'est la bonne décision? Et c'est encore plus vrai quand ils doivent passer finalement un cap de croissance, préparer une transmission, aller à l'international. Bon, parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas forcément toujours faites et puis qui vont engager beaucoup leur entreprise et leurs équipes. Et donc, c'est des moments, effectivement, où ils sortent de leur zone de confort. Bon. Et donc, ces moments-là, en fait, il y en a plein. Donc, pour rebondir, si vous voulez, on avait un dirigeant qui nous dit, écoutez, moi, ça fait 8 ans que je me développe très bien en France. Bon, ben, maintenant, ça me démange d'aller à l'international. Je voudrais vraiment aller sur le marché allemand. Bon, très bien. Et en fait, ce qu'il avait constitué au lui, donc une forme d'advisory board, de comité autour de lui pour un peu le challenger. Et là, il est challengé. Et là, tous autour de la table, nous lui disons, mais est-ce que vraiment la boîte est prête pour aller à l'international? Est-ce qu'on peut en parler? Donc on le challenge là-dessus et il se rend compte qu'effectivement, il a ce désir fort, mais il va le mettre un peu de côté pour faire accélérer ses équipes sur ce sujet-là. Il revient auprès de nous 3 mois plus tard, il nous dit c'est bon, super, les équipes se sont troussées les manches, c'est formidable, à moi l'Allemagne, et là on le challenge sur le marché allemand. Pourquoi le marché allemand? Et donc ce qui était intéressant, c'est que cette entreprise, il n'était pas seul, il avait aussi un conseil d'administration.
Et pour autant, il avait besoin avant d'avoir ce challenge. En fait, les équipes n'osaient pas vraiment le challenger. Donc, parce que c'était la Et quels sont figure ces profils qui l'ont conseillé finalement? bah, c'était des personnes qui, pour l'un, avaient vraiment un profil de croissance à l'international, qui était déjà allé sur plusieurs marchés à l'international. Un autre qui était beaucoup plus sur le côté RH, mais qui savait comment formater un peu les équipes pour aller aussi à l'international. Voilà, donc des profils un peu Mmh. différents. Et puis un autre sur un aspect beaucoup plus financier. Et in fine, ce dirigeant a pris la décision d'aller sur le marché polonais et non le marché allemand, parce qu'il a compris que finalement, il y avait peut-être une autre voie, peut-être moins risquée pour lui, sur laquelle derrière, il a essayé d'embarquer ses actionnaires et ses salariés. Donc, ce qui était intéressant, c'est que ça lui a permis de faire un pas de côté, de prendre le temps de cette réflexion, de peut-être faire moins d'erreurs et surtout de conforter en fait ses décisions, sa prise de décision, et d'être du coup plus à l'aise et pour communiquer aux équipes et pour l'expliquer à ses actionnaires. Et vous diriez que c'est, déterminant, dans l'aventure d'un entrepreneur, d'un dirigeant, de faire partie d'un cercle de mentors comme ça? Bah, je trouve que soit on en a conscience tout de suite, soit on en a conscience trop tard. Et je pense que c'est très valable. Vous savez, dans la vie, finalement, il y a des choses qu'on apprend en grandissant, hein, l'amour, éduquer ses enfants. Enfin, il y a plein de choses qu'on apprend, pas à l'école, hein, d'une certaine manière. Bon. Et ben, finalement, le fait de diriger une entreprise, vous avez beau peut-être avoir fait des études, vous l'apprenez pas complètement, toute cette complexité qu'il y a. Donc, c'est important, effectivement, d'être entouré par des gens qui ont cette expérience et qui veulent vous la partager. Mmh. Et puis le deuxième point, je trouve que c'est le contexte dans lequel on est. On est maintenant dans une époque qui est devenue ultra quand même complexe, avec énormément d'incertitudes. Et donc le dirigeant qui développe sa boîte, tout d'un coup, on va lui dire, mais est-ce que tu as pensé à la décarbonation? Bon. Et est-ce que tu as pensé à l'intelligence artificielle? Et est-ce que tu as pensé à la responsabilité sociétale, sociale, la mission de ton entreprise? Donc, et tout ça, c'est des concepts parfois ou des actions à prendre ou à entreprendre. Qui n'en sont plus d'ailleurs. Ouais, qui Mmh. n'en sont plus, mais surtout qui débordent souvent peut-être sa capacité à manœuvrer, peut-être voilà, l'univers dans lequel il a l'habitude d'évoluer. Donc c'est très important à Oui, nouveau de ça peut savoir être, s'entourer. intimidant pour un dirigeant, isolé. Bah, ça fait trop de sujets Mmh. souvent, hein. Et quelle est selon vous la clé pour, trouver l'équilibre entre la vision du dirigeant d'une Ouais. part et la réalité de ses équipes? Est-ce qu'il y a une attitude, une C'est pas une question simple, effectivement. Je ne sais pas si c'est une attitude, mais je pense que nous, ce qu'on essaye toujours de dire à tout le monde, hein, c'est effectivement ce sens de l'écoute qui est assez fondamental. C'est le fait de mettre un petit peu son ego de côté. C'est le fait de pas forcément tâcher de prouver quelque chose et donc d'être vraiment dans une ouverture assez franche et immédiate entre d'un côté les équipes mmh. et puis le management. L'enjeu, c'est qu'il y ait des biais, voilà. C'est qu'il y ait un peu de politique, entre guillemets, c'est qu'il y ait une intention qui détourne de la réalité de la conversation, parce que certains peuvent avoir en tête de se dire, oui, mais si j'agis comme ça, ou si je dis ça, ça va peut-être avoir tel impact sur peut-être ma carrière, ou le dirigeant, lui, tel impact sur comment mes collaborateurs vont agir. Donc, c'est jamais simple, l'humain Mmh. ne l'est pas, mais moi, je pense qu'il faut quand même pas mal travailler sur le bon sens déjà, et puis une certaine forme de transparence, et être quand même assez cash des deux côtés, Mmh. plutôt que retenir ou masquer. Et avec tout ce que vous avez vécu, est-ce qu'il y a un conseil, le conseil le plus précieux que vous donneriez à un manager débutant aujourd'hui? Eh ben, écoutez, le conseil le plus précieux, c'est effectivement ne pas attendre pour s'entourer, mais s'entourer pour les bonnes raisons en sachant ce qui est attendu de ceux qui vont vous entourer et de ce que vous allez aussi partager à ceux qui vous entourent. Je m'explique. On s'entoure parfois pour les mauvaises raisons. On veut des gens qui vont vous ouvrir des portes. On veut des personnes qui vont, voilà, qui sont très sachantes, peut-être d'un secteur, vous voyez. Mais tout ça, c'est pas forcément ce qu'il vous faut le plus. Donc l'important, c'est de pouvoir avoir une forme de colonne vertébrale de quels sont vos vrais enjeux, là où vous avez des angles morts, là où vous avez potentiellement des points de faiblesse, et vous entourez là-dessus avec des gens qui sont bienveillants, mais qui n'ont pas d'intérêt direct dans votre business. Parce que je vois beaucoup de personnes qui s'entourent de personnes qui sont, je sais pas, leurs business angels, leurs actionnaires, des copains de promo, avec qui ils ont fait, je sais pas, les 400 coups. Bah, mais en fait, tous ces gens vous connaissent trop et ont un biais. Et donc, c'est bien de le faire avec des personnes qui sont effectivement assez neutres, indépendantes, et qui ne vont donc pas vous juger.
C'est très important ça, qui ne vont pas vous juger, qui vont être juste là pour d'égal à égal dialoguer avec vous. Et à contrario, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter quand on commence en tant que manager? Écoutez, je ne sais pas s'il y a une leçon en particulier, mais heu, particulièrement à éviter, En ben, tout cas, les erreurs les plus fréquentes que vous voyez chez des... ouais, bah, les erreurs les plus fréquentes, il y en a beaucoup, mais Mmh. il y en a une qui est de vouloir un peu accélérer trop vite, hein. Même moi, je suis quelqu'un qui souhaite toujours, être dans l'accélération, mais je pense que, voilà, il faut maturer quand même pas mal, les sujets, les décisions et puis du coup les actions, les faire dans les temps. Parce qu'il faut être en phase, avec son marché. Voilà, parfois on est un petit peu trop en amont de phase, parfois on est un peu trop en aval, hein, il y a trop de concurrents et cetera. C'est pas simple d'émerger et puis je dirais qu'aujourd'hui, il y a des forces un peu gravitationnelles, hein, autour des dirigeants. Vous avez les transformations bien sûr digitales avec l'IA, vous avez la transformation environnementale, vous avez les transformations effectivement sociétales, les habitudes des consommateurs qui changent. Et donc, est-ce que vous, en tant que dirigeant, en tant que manager, vous vous placez au bon endroit pour être sur un marché en forte croissance, rentable, et qui peut évoluer dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui? Mmh. Et donc ça, c'est important parce qu'on est dans finalement un monde qui bouge, mais dans une France qui bouge pas beaucoup. Et donc dans ce contexte-là, c'est un vrai défi pour le dirigeant, et donc de placer la valeur là où elle doit être. Jérôme, c'est déjà la fin de cet entretien. Dernière question, est-ce que vous pouvez définir votre vision du management? Définir ma vision du management, écoutez, c'est effectivement réfléchir à une bonne exécution, dans laquelle on embarque effectivement des équipes vers un projet ultra enthousiasmant et porté par une passion, voilà, et le désir finalement à la fois de construire, de développer, pas forcément un monde meilleur, mais en tout cas Mmh. une offre qui va rencontrer l'adhésion de ses clients. Merci beaucoup Jérôme, Jérôme Chasquès, d'avoir répondu présent encore une fois. Merci pour cet échange. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.